suis en compagnie de Claire Gamache, Dr. Claire Gamache. Bienvenue. Bonjour Chantal, merci. Je vais te laisser peut-être te présenter, Claire, là, de ton parcours professionnel depuis les derniers 25 ans et plus. Je te laisse nous décrire ça un petit peu. En fait, je suis donc psychiatre depuis 25 ans dans la même organisation, au CIS de Laval. Et par contre, pendant les 25 ans, j'ai fait différentes clientèles, différents contextes de travail. Là. J'ai changé pas mal aux 5 ans. Fait que moi, au lieu de changer d'hôpital, je change un petit peu de contexte. Donc, j'ai commencé en clinique externe, puis j'avais mes enfants donc à 3-4 jours semaine. Puis ensuite, j'ai fait de l'urgence psychiatrique. J'ai fait de la gestion de crise dans une unité brève. Et progressivement, ma passion, ça a toujours été les troubles de personnalité. Donc, j'ai fait quelques années dans une équipe un peu plus dédiée à ça. Et finalement, je suis devenue chef de département, directrice médicale. Et là, depuis quelques années, là, je m'occupe de troubles concomitants. Donc, je suis une des seules psychiatres à travailler avec toute une équipe dans un CRD. Et je suis présidente des médecins psychiatres là, depuis 2 ans. Ah, ben c'est intéressant. Puis, tu sais, au fil du temps, à chaque fois qu'on rencontre des médecins, on se pose la question, qu'est-ce qui a été la motivation? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont choisi de devenir médecins? Puis souvent, on est influencé par des valeurs familiales, des valeurs personnelles aussi, même très, très tôt dans la vie, mais notre entourage peut nous influencer aussi. Donc, toi, tes motivations extrinsèques, intrinsèques qui t'ont vraiment poussé à devenir médecin, ça serait quoi? Bien, en gros, je pense que je suis quelqu'un qui est assez bon dans tout, mais qui est performante ou très excellente dans rien. Fait que je pense que la médecine correspondait à cette espèce de capacité relationnelle-là, puis d'être capable de faire des apprentissages divers. J'ai été extrêmement engagée, moi, dans un camp de vacances quand j'étais jeune, pendant plusieurs années, et je m'occupais d'enfants défavorisés. Fait que très rapidement dans la vie, j'ai senti que j'étais extrêmement choyée de vivre dans une famille stable où les choses allaient bien. J'ai souvenir là, d'une petite pitoune de 8 ans assise sur mes genoux alors que j'en ai 17, 18, puis j'ai l'impression qu'elle avait déjà vécu 4 fois la vie que moi j'ai vécue. Là. Fait que ça m'a déjà rapidement mis dans des contextes de mes valeurs de justice sociale, d'engagement, de collaboration. Fait que ça a été une partie du parcours, à mon avis. J'ai des parents très croyants qui ont beaucoup vécu leur foi au quotidien, au niveau relationnel. Mon père, exemple, a déjà voulu un peu se prononcer contre l'avortement dans la maison. J'étais jeune adolescente. Là, j'ai fait « Ouais, papa, c'est bien facile d'être contre l'avortement. » Et finalement, au lieu de militer puis de poursuivre une espèce d'engagement plus religieux, il est allé s'occuper de filles-mères dans notre patelin à Terrebonne. Il est allé bercer des bébés pour des filles-mères. Fait que c'est un peu comme ça qu'on vit nos valeurs chez les Gamache. Là. C'est beaucoup dans l'action puis dans l'engagement social. OK. Puis on voit souvent, effectivement, des gens en médecine qui ont la relation d'aide vraiment au cœur de leur mission. Pas tous. Il y en a qui sont plus motivés par la recherche, autre chose. Toi, on sent que c'est vraiment ça, là, la relation d'aide. Mais pourquoi la psychiatrie après? Parce que tu as certainement déjà entendu ce cliché-là. Là, on se rend en psychiatrie souvent parce qu'on a l'impression de vouloir soigner quelque chose par rapport à soi-même et peut-être aussi dans son entourage. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que ça a un lien avec ton choix en psychiatrie? En fait, je pense que quand on est en médecine ou quand on est dans un métier de soignant ou une profession de soignant, il faut accepter qu'on cherche un peu probablement tous à soigner quelque chose. Hein? Fait que je pense que ça, c'est pas particulier à la psychiatrie, là. Moi, je dirais que ces valeurs-là là, d'engagement ont fait que dans mon parcours en médecine, j'ai été extrêmement séduite par la psychiatrie. Ça me permettait de rencontrer les gens de façon complètement holistique. Là. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour la psychiatrie, alors que j'aimais tout, comme j'étais bonne dans tout, j'aimais tout, puis j'ai aimé la chirurgie, j'ai aimé la gynéco, j'étais sûre de faire de la médecine familiale, mais le coup de foudre est arrivé en psychiatrie à cause de cette vision globale-là. Puis ça répondait beaucoup à ma curiosité d'apprendre l'être humain, d'aller vers les défis, les traumas, comprendre tout ça.
Mon père m'a servi un peu ce cliché-là. Là. Il dit, voyons donc, pourquoi tu t'en vas en psychiatrie? On va là pour quand on va pas bien. Fait que je dis, non, je pense que... Fait que oui, le cliché, je l'ai eu aussi dans ma famille, mais bon, aujourd'hui, je pense que ça a passé l'épreuve du temps. Puis, ben, tu nous as parlé que tu étais quand même présidente de la MPQ depuis déjà quelques années, que tu as eu d'autres belles réalisations. Puis c'est important, on le sait, on travaille dans des domaines qui mettent ce côté-là en valeur, des déterminants psychosociaux au travail, quelle importance ça a d'avoir un sens lorsqu'on exerce notre profession. Et toi, qu'est-ce qui fait le plus de sens, justement, pour toi? Qu'est-ce qui a été ta plus grande fierté dans tes accomplissements jusqu'à maintenant? C'est drôle, hein? Tu parles d'accomplissement, Chantal, mais pour moi, tu sais, moi, j'ai pas de plan de carrière, là, j'en ai jamais eu, mais ce qui me donne le plus d'énergie ou ce qui fait le plus de sens pour moi, c'est quand je m'assois devant une patiente ou un patient puis qui vient me présenter un peu son casse-tête de trauma, de blessures, de difficultés, puis que j'arrive un peu à réorganiser ce casse-tête-là, puis à en faire un sens, puis que je sens que ça fait sens aussi pour cette personne-là. Puis c'est encore mieux si on le fait en équipe, puis si on le fait dans l'humour. Puis j'ai beaucoup d'humour dans mon travail, malgré qu'on parle souvent de choses extrêmement difficiles en psychiatrie. Là, on essaye vraiment de normaliser toutes ces émotions-là puis de les saisir ensemble. Puis quand j'arrive, là, comme au CRD, là, à convaincre des agents en réadaptation à accepter tout ce transfert de connaissances-là puis à s'occuper de clientèle plus vulnérable, bien, pour moi, ça me donne des ailes. C'est vraiment là que j'ai le plus de sens dans mon travail. Claire, dans toute ton expérience de psychiatre, il y a des moments des fois plus marquants, il y a des patients qui le sont plus, il y a des situations qui le sont aussi. Donc, qu'est-ce qui te marque là, pour dire « Ouf, là, à ce moment-là, j'ai su que j'étais vraiment dans mon rôle de psychiatre ». Oh mon Dieu, il y a beaucoup de patients pour lesquels on a l'impression qu'on fait une différence. Mon Dieu, j'ai un exemple d'une jeune gestionnaire qui m'est envoyée par son médecin de famille. Puis cette jeune gestionnaire-là a tellement l'air de bien paraître et tout ça que son médecin ne trouve pas qu'il faut tant que ça traiter les éléments dépressifs. Là. Mais bon, elle arrive devant moi, puis pour moi, c'est une évidence là, qu'il y a des choses à traiter. Puis très rapidement, là, elle s'est retrouvée à redevenir la mère de ses enfants. Elle avait prévu de se séparer, puis finalement, elle décide qu'elle se divorcera pas parce que tout le contexte familial se remet en place de façon adéquate. Et à Noël, j'ai reçu une petite carte de cette dame-là, puis de ses 2 enfants qui me remerciaient d'avoir réorganisé toute leur famille. Fait que c'est extrêmement touchant de recevoir une carte comme ça aux fêtes, là. La reconnaissance, ça touche ce facteur-là si important dans la pratique des médecins de façon générale, tu sais, d'avoir un sentiment d'être reconnu pour ce qui a été fait. Ce qui est très dur, hein, parce que la reconnaissance en médecine, c'est très asymétrique. Hein? Christian Genet, qui a fait une thèse de doctorat là-dessus, nous le dit. Quand on fait bien notre travail, il n'y a pas grand monde qui en parle. Mais dès qu'on fait une erreur, là, ça peut devenir dramatique. Fait que oui, il faut trouver des façons de s'épauler puis de se reconnaître entre nous. Puis je pense que quand nos médecins de famille font de belles choses, il faut nous aussi leur dire merci puis les reconnaître. Puis entre nous aussi, je pense qu'il faut vraiment se soutenir. Là. Oui, tout à fait. Puis, bon, à ce compte-là, je t'ai souvent entendu parler dans différentes conférences ou des ateliers ou d'autres choses qu'on a faites ensemble, que tu te gênes pas pour dire que tu as eu un échec à tes examens du Collège Royal la première fois que tu les as passés. Puis jusqu'à un certain point que de le dire, d'étayer une certaine vulnérabilité ou une faillibilité, ça pouvait être un plus. Y a-tu quand même des moments où avec certaines personnes où tu juges que là, ça, là, il faudrait que je me garde peut-être une certaine réserve? Est-ce que tu y vois des limites à cette autodivulgation-là de cet échec de tes examens? T'sais?
En fait, pas beaucoup. Rapidement, moi, j'étais en congrès quand j'ai su que j'avais coulé mon collège royal. Donc, ça s'est su rapidement, là. Puis j'ai des patrons qui sont venus me soutenir. Mes collègues ont été très corrects avec moi. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai su rapidement que de très grands psychiatres, là, qui sont aujourd'hui décédés au Québec, là, mais qui ont vraiment notoriété extrêmement importante, avaient aussi échoué cet examen-là. Un de mes patrons que je respectais énormément à l'époque parce qu'il était d'une érudition incroyable, avait aussi échoué. Puis moi, j'avais la chance que je puisse pratiquer même en ayant coulé mon collège. Fait que ça n'a pas complètement freiné mon parcours, là, alors que ce patron-là avait dû attendre 1 an avant de pouvoir refaire son examen. Donc, non, j'ai jamais eu de honte à ça, vraiment pas. En même temps, je réalise qu'il faut que je fasse attention. Là, j'en parle à mes résidents que j'ai échoué, puis je sens que des fois, il y a un petit vent de panique. Là. Ils ont tellement d'anxiété de performance que je me dis, bon, faut faire attention à qui on en parle. Mais d'avoir honte de ça, puis de cette faillibilité-là, non, moi, ça n'a pas fait problème. Ce qui m'a aussi permis de passer au travers, c'est que j'ai quitté mon congrès 2-3 jours pour aller voir mon bébé. J'avais un bébé de quelques mois à l'époque, fait que les valeurs d'être proche de ma famille, d'être bien entourée, je suis vraiment pas restée seule avec cette affaire-là. Puis j'ai refait mon examen 6 mois plus tard, là, puis ça a été correct. Fait que je pense que la faillibilité humaine, là, si nous, comme médecins, on l'accepte pas, on ne sera jamais capable d'en parler dans la population. C'est pas vrai qu'on fait jamais d'erreur, là. Dans tout le travail de médecin, c'est des choses qui arrivent. Puis si on n'en parle pas, puis si on vit pas ça, on tombe de beaucoup trop haut quand on fait une erreur. On a des collègues là, qui ont, par exemple, là, des plaintes importantes, puis on en a des collègues qui se sont suicidés là, pour avoir eu des plaintes. C'est terrible. Je pense qu'on travaille aussi avec les syndics pour rendre ça beaucoup plus humain, le processus de plainte, de regarder ce qui se passe. Fait que pour moi, la faillibilité des docteurs, il faut qu'on mette ça à l'agenda. C'est extrêmement important. Se traiter finalement soi-même aussi comme on souhaiterait être traité, mais plus que ça, comme on traiterait nos bons amis. C'est l'autocompassion. C'est quand même une des stratégies dont tu parles que tu as utilisé même pour toi. Là, se donner une petite tape dans le dos des fois, puis là, ben, ça arrive de mettre le genou par terre, de se relever, de poursuivre. Mais ça demande quand même tout ça un certain courage. Hein? Le courage, on sent que tu l'as, on voit ton parcours. En tout cas, tu es sans doute un des médecins quand même que c'est un emblème de courage. Tu l'as manifesté à plusieurs reprises au niveau professionnel. Est-ce que ce courage-là que tu manifestes au niveau professionnel, ça se manifeste aussi au niveau personnel? Est-ce que tu pourrais décrire des moments où tu as eu à faire usage de cette belle force que tu as? Je suis assez touchée que tu me dises que je suis courageuse. C'est pas quelque chose que je cultive ou que je constate là, dans ma vie, mais c'est vrai que je trouve qu'on manque un peu de courage dans notre profession, puis en général, au niveau politique, à toutes sortes de niveaux, je pense que le courage, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que plus on essaye d'en avoir, plus on sent que ça peut devenir quelque chose d'utile puis quelque chose de payant. Écoute, après ma première année de médecine, moi, j'ai senti que c'était pas pour moi, la médecine. J'ai vraiment pas aimé mon stage de propédeutique. J'ai trouvé ça dur, un peu inhumain avec la clientèle. Je connaissais pas ça, la médecine. Fait que ça m'a heurté pas mal. Puis en plus, j'ai fait la planche une couple de fois pendant mon stage de 3 semaines. Fait que je suis allée voir le responsable de l'université, puis j'ai dit que je quittais ça. Moi, j'allais faire autre chose. Il a refusé un peu ma démission en disant « Non, on va réfléchir, puis tu reviendras t'asseoir avec nous dans 1 an. » Alors, j'ai décidé de partir au Pérou toute seule pendant 6 mois. Fait que oui, je pense que j'ai eu le courage là, d'affronter... je suis arrivée à l'aéroport de Lima. Je suis sortie dehors, puis j'ai l'habitude de raconter que je suis sortie de l'aéroport vers minuit. J'ai fait un petit cercle en dehors de l'aéroport. J'ai vu plein de chauffeurs de taxi qui m'attendaient, puis je suis revenue dans l'aéroport. J'étais un peu paniquée, mais bon. J'ai rencontré des Australiens qui parlaient pas espagnol. On est finalement partis en ville ensemble. Puis là, j'ai voyagé avec des Australiens, des Israéliens, des Américains. Et j'ai réalisé que j'étais capable d'être assez forte. Je me suis fait voler de l'argent, beaucoup d'argent pendant que j'étais là-bas. Puis à un moment donné, j'étais toute seule sur l'île du Soleil au lac Titicaca, puis je me disais, là, clairement, j'étais capable d'affronter des choses. Fait que oui, je pense que ça a été un moment important pour moi. Ensuite,
vers l'âge de 40 ans, la crise de quarantaine, je l'ai eu assez fort. Moi, j'ai fait face à un tsunami amoureux. Je suis tombée en amour avec mon infirmière. Fait que, ça a été extrêmement ébranlant. Puis là aussi, on a une espèce d'auto-stigmatisation par rapport à être homosexuel et tout ça. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup déstabilisée. Ça a pris un bout de temps avant que j'assimile cette affaire-là. Mais j'ai eu le courage de partir puis d'annoncer à mes 3 enfants que ma meilleure amie était devenue mon amoureuse puis que j'allais quitter papa parce que je sentais qu'il fallait que je fasse cette démarche-là. Fait que ça aussi, puis c'est pour ça qu'on a 6 enfants aujourd'hui. J'ai décidé aussi d'héberger un ami de mon fils qui s'était occupé à ce moment-là là, de quelque chose qui s'était passé. Puis c'est pour ça qu'on a 6 enfants aujourd'hui. Il est devenu mon fils maintenant. Et peut-être que tout ça dans ma vie a permis à ma fille d'avoir le courage de m'annoncer que elle ferait sa transition de genre autour de 17 ans et d'affronter la grande docteur Gamache puis de dire « tu comprends rien, puis je suis une fille, puis tu n'as jamais rien vu ». Puis ça a été très douloureux, très exigeant, mais on va beaucoup mieux toutes les deux aujourd'hui après avoir passé à travers cette épreuve-là ensemble. Oui, quand on parle de courage, c'est oser dire, oser faire. Brené Brown a l'habitude de le décrire comme étant aussi un acte de courage, d'autant plus que tu n'as pas de garantie que ça va fonctionner quand tu le fais. Tu le fais en t'investissant sans garantie. Donc, ça t'a mené sur un certain chemin. Puis je pense que ça t'a permis même dans certaines crises, comme par exemple pendant la pandémie, de te relever les manches, de te mobiliser, de continuer de t'engager dans ton 6 avec d'autres personnes. Tu as vu cette opportunité-là de croissance à travers une crise. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que c'est quand même très, très innovateur, louable. On pourrait mettre d'autres qualificatifs là, pour tout ce que vous avez accompli pendant cette pandémie-là. En fait, on a été très touchés par la pandémie, par la COVID, au 6 de Laval. Ça a été une région là, qui a goûté beaucoup. Je ne sais pas si c'est du courage, mais je pense que j'ai rapidement ressenti une détresse assez importante. Puis nous, on a eu la COVID à la maison tout de suite. Là, Nathalie, ma conjointe, est allée dans un CHSLD donner un coup de main. Elle a attrapé la COVID en quelques jours. Elle est allée ensuite aider une ressource là, pour patients psychiatriques. Il y a 3 patients qui sont décédés. Donc, on a été très heurtés rapidement. Et j'ai comme eu l'impression qu'il fallait que je donne un sens à cette expérience-là qui était vraiment hors norme. Hein? Alors, rapidement, avec Sandra Roman, avec Rachel Thibault, on s'est mis à faire une vidéo toutes les 3 puis à se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis effectivement, on a décidé de s'occuper de nos collègues médecins. Et je suis très, très attachée, malgré tous nos défauts, moi, à la communauté médicale. Je suis très attachée à mon CIS aussi, à cette institution-là. Fait qu'on a voulu s'occuper des collègues. On a fait des groupes de pairs. Rachel nous a un peu outillés là, sur comment soutenir les collègues, puis comment traverser cette épreuve-là ensemble. Hein. Je pense que c'est donner un sens, puis Rachel dit toujours avoir des relations nourricières et significatives. Puis moi, ça a pris tout son sens là, pendant cette période-là. Et on se disait aussi qu'on avait envie de regarder derrière puis de se demander quelle valeur on avait véhiculée. Puis c'est ça, moi, ma justice sociale, mon engagement, bien, je voulais regarder derrière puis avoir l'impression que j'avais été cette psychiatre-là là, de s'occuper de ses collègues pendant cette période-là. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a mis sur pied les groupes de pairs, on a soutenu les collègues, puis on a aussi soutenu là, un petit peu au niveau du ministère là, les internistes, les gens qui étaient vraiment heurtés, là, les urgentologues là, par rapport à même les gens en pré-hospitalier là, pour un petit peu leur dire, un peu donner de la littératie psychologique. En médecine, on réalise qu'on n'est pas si hot que ça là, pour comprendre les sentiments ou la psychologie de base là, de la gestion de crise, de comment réagir à quelque chose de très particulier. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça apprendre. Fait que moi, j'avais ma chum Sandra qui sait beaucoup de choses là, au niveau de l'épuisement chez les médecins. Donc, apprendre de Sandra, puis essayer de mettre des mots sur les compétences que j'avais déjà, mais qui n'étaient pas si cognitives ou bien intégrées que ça. Fait que c'est pour ça qu'avec tout ça, là, on a fait notre chemin pour soutenir nos collègues. Puis j'ai le goût de te demander, donc pour toi, l'engagement aussi plus au sens collectif aussi, au sein d'un milieu hospitalier comme le tien ou comme d'autres, ça passe à travers le leadership.
Oh mon Dieu, oui. Puis leadership, c'est un terme un peu galvaudé, mais leadership, c'est d'inspirer les autres, puis c'est de leur donner envie de faire mieux tous ensemble. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on a réussi à faire. J'étais à toutes les tables médicales, on était 80 chefs de département là, à l'époque, et je sentais que juste ma présence apaisait un peu les collègues, puis un peu de littératie psychologique à chaque fois. Fait qu'il y avait quelque chose d'inspirant là-dedans, puis de leader. J'ai soutenu mon DSP qui dans des moments plus difficiles, là, pouvait m'appeler. Puis, fait que, oui, le leadership, puis je pense qu'en médecine, on n'est pas si bon que ça pour être des bons leaders, puis il faut qu'on l'apprenne. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de mettre sur pied là, des cours de leadership aux médecins qui éventuellement seraient du leadership clinique, là, pour justement... c'est une façon aussi de soutenir les collègues puis de donner un sens collectif à un service, à un département, à un hôpital, pour qu'ensemble, on puisse être un peu des co-architectes de ce système de santé-là, là. Puis être un peu plus crédible dans nos propositions, là. Fait que tu nous as donné beaucoup d'espoir quand même à continuer à œuvrer dans le système de santé, autant par certains outils d'une certaine résilience individuelle, mais aussi collective, hein, pas juste... puis on est un peu de toute façon là d'entendre parler juste de résilience individuelle sans parler de l'aspect collectif ou même organisationnel ou systémique de l'affaire. Fait que merci pour ces mots d'encouragement-là et d'avoir été un modèle. Merci pour ta générosité dans le partage d'aujourd'hui pour cet entretien-là. Merci à toi. Bienvenue, ma chère.